Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM. Taxi Presse, comme annoncé, notre invité politique de ce jeudi nous vient de l'Alliance nationale pour le changement, la deuxième vice-présidente Isabelle Amegavi. L'actualité reste liée aux questions des réformes politiques et l'orientation donnée actuellement à ce débat politique. Après l'atelier du HCRUN, le chef de l'État a quand même mis en place une commission de réflexion sur les questions des réformes politiques. Aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée nationale qui exhorte ses confrères du Parlement à patienter et à attendre donc le HCRUN. Alors naturellement, le sujet n'est pas perçu de cette même manière dans plusieurs états-majors des partis politiques. Nous souhaitons aborder clairement ces sujets avec l'honorable Isabelle Amegavi ce matin. Bienvenue. Et ce matin, comme annoncé, c'est honorable députée Isabelle Amegavi, la deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement. Bonjour. Bonjour Monsieur Rigato. Vous allez bien? Je préfère que vous dites seulement députée Isabelle Amegavi parce que honorable, ça n'a aucune explication, ça n'a pas de contenu constitutionnel ni quoi que ce soit. Donc je préfère qu'on m'appelle ce que je suis, député. C'est vous qui changez la règle finalement? Ce n'est pas une règle, c'est une règle qui n'a pas de fondement juridique, ne saurait être appliquée en règle. Parce que la constitution de notre pays dit que le député s'appelle député et non pas honorable. Donc habituellement, je fais la correction lorsque l'on m'appelle d'honorable parce que je ne le suis pas. Je suis juste une députée au service à l'Assemblée nationale, au service du peuple togolais. Comment est-ce que ça va dans votre parti, l'ANC? Comment est-ce que vous vous portez? Monsieur Gato, ça va très bien. Ça va très bien dans le Landoro togolais où vous savez qu'il ne fait pas toujours bon vivre d'être de l'opposition par rapport au pouvoir, cinquantenaire PT Unir qui nous régente. Mais Dieu merci, ça va bien. Le combat continue, la lutte continue. Ce n'est pas le retour que nous avons quand nous jetons un coup d'œil sur les publications des journaux. Ça fait quand même 7 ans que votre parti est là, bientôt. Oui. Vous ne connaissez qu'un seul président. Ça dit que vous ne faites jamais de congrès dans votre parti politique? Oui, ça c'est la sortie de votre collègue Monsieur Dominique Alizou ce matin. J'ai écouté, je crois que c'est dans la chronique de la radio Taxi FM qui a traité le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, de dictateur, parce que l'ANC est créé le 10 octobre 2010, et donc n'ayant jamais organisé de congrès, et donc je fais observer que M. Alizou, à tout le monde, n'est pas militant de l'ANC et ne peut pas savoir de quoi il parle. Ensuite, je crois que les journalistes que vous êtes toujours au courant de ce qui se passe, et vous, monsieur Eric Gato, vous ne pouvez pas dire que depuis que l'ANC est créée, elle n'a jamais organisé de congrès. Puisque organiser un congrès, cela ne veut pas dire qu'on remplace forcément le président qui dirige le parti. Le congrès peut décider de reconduire le président du parti à sa guise et jusqu'à ce que le congrès estime qu'il a fait ses preuves et que, assurément, on pourrait le remplacer par quelqu'un d'autre. Pour l'heure, les militants de l'ANC et les sympathisants de l'ANC font confiance, entièrement confiance à M. Jean-Pierre Fabre, n'en déplaise à M. Dominique Alizou, et c'est M. Jean-Pierre Fabre qui est le président national de l'ANC, et c'est M. Jean-Pierre Fabre qui conduit ensemble avec tous les militaires et les sympathisants du parti la destinée de l'ANC pour que la lutte que nous menons puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire le bien-être et la libération du peuple togolais. Jean-Pierre Fabre est le chef de file de l'opposition, et il y a un texte qui le consacre, mais dans l'opposition, on a le sentiment finalement qu'il est un mal-aimé. Oh, vous savez, mal aimé, sûrement pas par les militants et la majorité des Togolais qui lui font confiance. Et ça, c'est ça qui est important pour nous.
Mal aimé peut-être pour les envieux, les jaloux, ceux qui croient que ça soit au niveau du pouvoir que dans l'opposition, qui croient que c'est Jean-Pierre Fabre qui est la source, et qui savent d'ailleurs que loin d'être la source des problèmes togolais, puisque Jean-Pierre Fabre n'a jamais dirigé quoi que ce soit, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été dans un gouvernement quelconque dans ce régime, et donc lui imputer la responsabilité des problèmes incommensurables que comporte notre pays ne peut procéder que de la jalousie et de la mauvaise foi que certains Togolais ont choisi de développer. Et comme on le dit souvent, le chien aboie, la caravane passe. Mais en même temps, il y a une constance, c'est-à-dire qu'il y a le chef de file de l'opposition censé peut-être prendre langue avec ses amis de l'opposition pour un front commun, pour affronter un régime que vous combattez depuis des années sans arriver à bout. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudra reconsidérer votre position? Vous savez, on a écouté Monsieur Jean-Pierre Fabre est le chantre du rassemblement de l'opposition. Si vous faites un léger retour en arrière sur l'histoire de l'opposition dans notre pays, vous verrez que tant lorsqu'on était à l'UFC à l'époque, que maintenant à l'ANC, nous avons été de toutes les coalitions de l'opposition. Ce n'est pas ce que diraient certaines personnes qui crient aujourd'hui à corps et à cri que traite monsieur Jean-Pierre Fabre de ne pas être rassembleur, etc. et tout ça. La coalition en 2005, nous avons été, le CST, nous avons été, le conclave qui a duré pendant 3 mois ensemble avec les partis politiques. Nous y étions, le CAP 2015 aujourd'hui, nous y sommes. Nous avons été de tous les rassemblements qui ont tenté de mettre ensemble les voix de l'opposition pour faire face à la lutte. Mais voyez-vous, vous ne pouvez pas obliger des personnes qui n'ont aucune envie de se rassembler, et d'ailleurs qui ne savent pas contre quoi ils s'opposent, puisque tout le monde se réclame de l'opposition, mais nous ne savons pas tous à quoi ou à qui nous nous opposons. C'est l'impression que moi j'ai, parce que moi j'estime que lorsqu'on est de l'opposition, on s'oppose à celui qui est au pouvoir, à celui qui dirige, à celui qui a en main la destinée du pays, mais on ne s'oppose pas à son collègue de l'opposition qui n'a aucune maîtrise de l'exercice du pouvoir. Vous regrettez les attaques entre vous dans l'opposition? Non, mais je ne regrette pas la lutte, finalement. Non, vous savez, je ne regrette rien. Moi, monsieur Eric Gato, vous savez, je fais de la politique et je défends ce que j'estime être juste et bon. Je m'en tiens à cela. Maintenant, les gens qui croient que faire de la politique dans l'opposition, c'est de s'attaquer en permanence à monsieur Jean-Pierre Fabre, qui d'ailleurs ne répond même pas, parce que lorsque vous vous attaquez à quelqu'un et que vous faites des choses, si la personne vous répond, vous pouvez avoir la raison de continuer à faire ce jeu là. Il ne vous répond pas, vous continuez à le faire, c'est ça. À l'ANC, vous savez, nous ne perdons pas beaucoup notre temps, parce que nous savons que nous nous opposons et nous nous battons contre le régime RPT uni qui nous régime depuis plus de 50 ans, et nous disons que l'alternance et la démocratie doivent venir dans nos pays. Alors nous n'ignorons pas... Ça peut fragiliser la lutte quand même. Oui, nous n'ignorons pas. Mais la division, est-ce qu'elle vient de l'ANC? Nous n'ignorons pas qui est notre adversaire politique. Nous, l'opposition, les autres partis qui se disent véritablement de l'opposition, ne sont pas nos adversaires. Notre adversaire, nous le connaissons très bien et nous nous en tenons dans le combat à cela. C'est pour cela que moi je ne rentre pas dans les polémiques qui consistent à venir nous dénigrer sur les radios, nous lancer des pots de bananes, nous lancer des investives et autres et tout ça. Mon adversaire politique, l'adversaire politique de l'ANC, du peuple togolais, nous le connaissons et ce n'est pas l'opposition. Et je crois qu'il faut que les gens, ceux qui s'adonnent à cet exercice-là, sachent raison garder et définissent finalement et en fin de compte contre quoi et contre qui ils s'opposent véritablement. Très bien. Et nos auditeurs sur la plateforme Taxi Presse souhaitent également poser des questions. Donc, tout au long de l'émission, nous vous enverrons donc, nous enverrons quelques questions des auditeurs. Alors, Jean-Pierre Fabre, justement, permettez qu'on reste un moment encore sur l'homme, puisqu'il intéresse finalement l'opinion depuis quelque temps, on en parle assez, et beaucoup d'ailleurs. Il était à Paris. Oui.
ces temps-ci, il a rencontré la diaspora togolaise. Et ici, on s'interroge. Cette diaspora qui n'a pas droit de vote, elle qui contribue économiquement au développement de ce pays, mais qui n'a pas droit de vote. Quand on va vers elle, on parle avec elle sur cette question de réforme politique, quel est le résultat que vous attendez en réalité? Vous voulez de l'argent de la diaspora ou vous voulez que la diaspora vote? Vous savez, à l'ANC, d'abord, les problèmes d'argent, je crois que c'est ça qui intéresse souvent la commune renommée dans notre pays, ces histoires d'argent et autres et tout cela. L'ANC a été créée, je l'ai dit tout à l'heure, le 10 octobre 2010 et ce que nous avons accompli en cette année d'existence, je ne crois pas que nous le devons financièrement à la diaspora. C'est vrai que nous avons des militants là-bas. Nous avons la fédération, les fédérations internationales, diverses fédérations, Europe, Asie, Afrique et autres. Et c'est des structures que le président national de l'ANC, qu'est M. Jean-Pierre Fabre, se doit par obligation statutaire de visiter et d'échanger de temps à autre avec. Ces personnes de la diaspora, malencontreusement, n'ont pas de droit de vote. Ça ne procède pas de M. Jean-Pierre Fabre ni de l'ANC. Nous nous battons pour cela parce que c'est des Togolais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui contribuent à l'économie, notamment à l'économie de notre pays. Et cela fait partie de la panoplie de lutte, de la lutte que nous menons pour que tous les Togolais puissent trouver, puissent participer à la vie politique de notre pays. Donc, M. Jean-Pierre Fabre n'y est pas allé pour prendre de l'argent de la diaspora, puisque, bon, il s'agit de manifestations publiques qu'il a accomplies. Vous verrez si c'est de l'argent qui lui a été cotisé ou pas. Nous ne nous arrêtons pas à ça. Nous sommes au-dessus de ces champs d'histoire, bassement matériel et autres. Monsieur Jean-Pierre Fabre, un responsable politique qui se respecte, a de temps à autre l'obligation. D'ailleurs, les militants de la diaspora se plaignent de ce que on ne leur rend pas. Oui, on ne leur rend pas souvent visite. Mais sauf que Jean-Pierre Fabre a prononcé un discours. Vous savez, dans lequel nous avons perçu quand même des choses. Il a dit aidez-nous à faire le changement. Et ce n'est plus l'affaire d'une seule personne. Alors on se pose la question, la diaspora, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui, elle qui n'est pas sur place pour voter, pour participer au vote? Vous savez, monsieur Rigator, j'ai de la famille dans la diaspora, que ce soit en Afrique, en Europe, dans le monde. Vous aussi, je crois que vous en avez. Et donc, quand M. Jean-Pierre Fabre dit « aidez-nous », c'est que la diaspora peut apporter des aides multiformes. La diaspora, aidez-nous, ce n'est pas de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes qui demandent. La diaspora peut apporter l'expérience. Parce que, vous savez, au Togo, les Togolais dans la diaspora occupent des postes que vous ne pouvez pas imaginer au détriment de notre pays, puisque le pays est tel que les cerveaux sont en fuite, sont installés là-bas, sur les réseaux sociaux. Vous verrez les exploits qu'accomplissent les Togolais dans la diaspora. On ne peut pas demain bâtir notre pays sans tenir compte de tous ces gens-là qui sont dans la diaspora et qui apportent et qui doivent apporter. Est-ce que vous allez vous battre pour que le vote de la diaspora soit effectif finalement? Mais quand nous nous battons pour les réformes, que les réformes se fassent et autres et tout ça. Mais monsieur Gato, tout cela fait partie de ce pourquoi nous nous battons pour la réalisation des réformes. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous fera la leçon sur l'importance de la diaspora dans notre lutte et dans la lutte de tous les pays. Vous savez, dans certains pays comme le Sénégal aussi, et autres, il y a même un ministère qui s'occupe exclusivement de la diaspora. Ça n'existe pas au Togo encore, mais moi je crois que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas anodine ou qui n'est pas nécessaire. Pour nous, à l'ANC, nous estimons que la diaspora est d'important, a une importance, pas une importance financière, mais une importance pour la reconstruction de notre pays demain. Et c'est pour cela que, tenant compte de nos moyens, autant que faire se peut, nous allons
l'a rencontré souvent. Vous savez, monsieur Jean-Pierre Fabre était à Paris, à Bruxelles d'abord, et puis à Paris ensuite. Moi aussi, j'y vais souvent, hein, quand mes déplacements me permettent d'aller là-bas, de rencontrer ceux de la diaspora. Ils vous diront que j'ai tenu plusieurs meetings là-bas, et pour discuter, échanger avec eux, et recueillir leur avis sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre pays. C'est des Togolais, et ils ont le droit que l'on fasse cas, hein, de leurs problèmes et de leur existence dans la diaspora également. Et c'est cela que le président national de l'ANC fait en toute responsabilité. Parfait. Alors, il est déjà rentré? Il est déjà rentré, oui. Parfait, très bien. Alors, il est rentré dimanche. D'accord. Nous allons parler des réformes politiques maintenant. Vous savez, entre-temps, la CV, non, plutôt beaucoup plus, la HCRUNA a organisé une rencontre, un atelier. Vous avez refusé au niveau de l'ANC de participer à cette rencontre. Vous avez évoqué vos raisons en ce temps-là. Après, le chef de l'État a mis en place une commission de réflexion, une commission des intellectuels. On a vu pas mal de personnes là-dedans. Aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture de la session, la dernière fois, qui vous demande presque d'attendre un petit peu les résultats définitifs de ce que le HCRUNA a fait. Vous, au niveau de l'ANC, vous n'êtes pas d'accord. Je dirais même, globalement, au niveau de l'opposition, on a vu pas mal de partis politiques qui n'ont pas épousé cette façon. Vous aussi. Oui, mais monsieur Rigato, on le serait à moins. Voilà un président d'une institution chargé de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement qui cède sa compétence, hein, à un haut commissariat, à un organe créé unilatéralement par le chef de l'État, alors que l'Assemblée nationale est une institution souveraine dont les députés qui la composent ont été élus au suffrage universel par les Togolais à l'effet de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Alors, le président de cette institution tente de céder, finalement, c'est ce qu'il faut dire, tente de céder la compétence de l'institution dans laquelle nous sommes tous, puisque moi je suis député là-bas aussi, donc céder la compétence que nous donne la Constitution de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement à un organe, hein, de réflexion que le chef de l'État unilatéralement a décidé. Je dis, c'est un scandale. Ça nous sait. Mais non, mais j'étais à la séance lorsque le président de l'Assemblée nationale a prononcé son discours. J'étais scandalisé parce que je me disais, mais comment le président de l'Assemblée nationale peut accepter ou bien peut dire qu'il faut attendre le HCRUNA lorsque l'Assemblée nationale constitutionnellement est chargée de voter les lois, et que lorsque sur la table de l'Assemblée nationale figure et existe toujours une proposition de loi de révision constitutionnelle qui a été, et donc et surtout lorsque ce discours-là intervient après une décision rendue par la Cour constitutionnelle qui, vous ne l'ignorez pas, par la Cour constitutionnelle qui a donné raison aux députés de l'ANC qui l'ont saisi à l'effet de crier haro sur ce qui s'est passé à la commission des lois, où les députés composant la commission de UNI ont décidé de mettre en stand-by la proposition de loi en violation de la constitution du règlement. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre, Daman Dramani, sur le coup, à plusieurs reprises au Parlement, vous n'êtes pas mis d'accord sur l'essentiel, sur cette question de réforme politique. Alors beaucoup ont estimé que le problème peut être réglé ailleurs. Vous les politiques, vous vous entendez sur l'essentiel, après on vient au Parlement et ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Est-ce que c'est pas une meilleure idée en réalité? Vous savez, lorsque on n'a pas la volonté de réaliser les réformes, il faut avoir le courage de dire qu'on n'a pas la volonté de réaliser les réformes. Le discours qui consiste à venir dire que à l'Assemblée nationale on n'arrive pas, etc. et autres. Est-ce que les réformes que nous avons amenées, ou bien la révision que nous avons proposée à l'Assemblée nationale est contraire à l'APG qui constitue le soubassement qui constitue le document signé, la convention qui lie les protagonistes de la crise togolaise et qui ont donné engagement de réaliser les réformes. Et c'est sur la base de cet APG-là dans lequel les gens se sont engagés pour la réalisation des réformes. C'est sur la base de ce que cite l'APG et sur lequel tout le monde était tombé d'accord
que la proposition de loi de révision constitutionnelle a été déposée. Maintenant, si le groupe uni, le groupe parlementaire uni, n'a aucune volonté de réaliser les réformes, et qu'il ait l'honnêteté de dire qu'il ne veut pas réaliser les réformes au lieu de dire que c'est impossible de réaliser les réformes à l'Assemblée nationale. Il y a une nuance importante à faire là-bas. Lorsqu'on fait de la mauvaise foi, lorsqu'on ne veut pas respecter les engagements qu'on a pris, il faut prendre la responsabilité du refus, du respect de son engagement, plutôt que de dire que ce n'est pas l'Assemblée nationale ne peut pas réaliser les réformes et que ça sera le H-Crown. Le H-Crown dans lequel le chef de l'État qui est pro. Mais notre vision, c'est que... On a le sentiment que vous voulez toujours vous mettre à dos, je sais pas, vous confronter aux députés unir, faire voir à l'opinion que c'est eux qui bloquent tout. Et donc, quand ça échoue, c'est de leur responsabilité. C'est votre vision en réalité. Parce mais que c'est pas notre... trouver une solution ailleurs. Monsieur Éric Gaton, ce n'est pas notre... Vous avez déjà échoué. Ce n'est pas notre... On n'a pas échoué. Mais ça n'a pas marché. Non, mais oui, mais si ça n'a pas marché, mais dites à qui la faute si ça n'a pas marché. Alors, quand j'entends vous avez échoué, c'est pas un examen. Ça n'est pas un examen, ce n'est ni le bac, ni le probatoire, ni le BEP. C'est que nous passons, nous sommes en train de lutter. Nous avons signé un engagement ensemble à l'effet de régler, de réaliser des réformes. Les signataires, les co-signataires de cet engagement refusent de respecter les engagements. Alors, qui a échoué? Ce n'est pas nous qui avons échoué. Le peuple togolais doit savoir qui ne veut pas réaliser les réformes. Et c'est à cette personne, à ceux qui ne veulent pas réaliser les réformes, qu'il faut imputer le fait que ces réformes-là ne soient pas réalisées. Mais c'est juste le chef de l'État lui-même... On a le sentiment que vous voulez toujours montrer au peuple qu'en réalité... Nous ne voulons pas montrer, c'est ça la réalité. Nous ne montrons rien du tout. Nous ne démontrons rien du tout. Nous ne disons que ce qui est vrai. La preuve, c'est cette affaire de réforme, on a vu tout ce qui s'est fait. Le H-Crew n'a pas été créé pour s'occuper des réformes, ça c'est clair. Et lorsque nous avons crié à Rouen en disant mais le H-Crew c'est pour les réparations, doit s'occuper des réparations des victimes qui ont souffert des affres de ce régime et autres et tout ça. On a créé le comité des intellectuels et autres et tout ça. Alors ceux qui ont écrit l'APG, c'est pas des intellectuels. Ceux qui ont signé l'APG, ce n'est pas des intellectuels. Le contenu de l'APG, ils l'ont pas lu avant de le signer. Alors, donc ne nous parlez pas au niveau de l'opposition de l'échec et l'échec de l'opposition. On n'est pas à un examen, on est en train de lutter et on est en train juste de demander que des gens respectent des engagements qu'ils ont librement pris pour que la crise politique à l'époque, je ne veux pas vous rappeler le contexte dans lequel la PGA a été signée. Je ne veux pas revenir sur cela. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie sur ce qui s'est passé au moment où la PGA a été signée. Alors, ceux qui ne respectent pas la PGA, au lieu de vous poser des problèmes, vous dites que l'opposition, on n'a pas échoué, on n'est pas à un examen. Bon, on demande seulement de réaliser des engagements que des gens... Alors, on voit clairement que même si votre document, la Cour constitutionnelle a demandé à ce qu'on étudie le document, même si on va à l'Assemblée, on voit clairement que le document sera rejeté, puisque demande d'Abani dit, on va attendre le H-Crown. Et la faute sera l'ANC comme d'habitude. Non, il ne s'agira pas pour nous de distribuer les bons et les mauvais points. Voilà. Mais est-ce que face à ce blocage qu'on est en train de voir venir, vous avez eu une autre stratégie pour contourner tout ça? Nous sommes en lutte, je l'ai dit tout à l'heure. Et nous, vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous, à l'ANC, parce que nous ne nous battons pas contre les individus, la personne, institut personnel et autres, que nous nous battons pour des principes, que nous n'avons pas de problème quant à la lutte que nous menons. Nous, en nous y engageant, nous savons la difficulté. Nous savons qu'elle peut durer. Nous savons qu'elle peut être âpre. Nous savons que nous pouvons perdre notre vie là-dedans. Nous savons que nous pouvons tout donner à cette lutte-là. Nous avons mesuré l'ampleur
de la responsabilité que c'est de choisir de mener cette lutte-là au Togo. À partir de ce moment, nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit pour savoir qu'il faut rester sur ses principes, il faut respecter ses engagements et c'est à cela que nous nous en tenons. Et nous savons qu'une lutte populaire, lorsqu'elle est déterminée, arrive toujours. Que ça soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, arrive toujours à son objectif. Pendant ce temps, et c'est cela. Pendant ce temps, le peuple attend. Le peuple sud-africain a attendu des années et des années durant. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison sous l'apartheid. Le peuple sud-africain s'est libéré de l'apartheid. Tous les peuples burkinabés, maliens, nigériens et autres autour de nous se sont libérés de la dictature. Le Togo ne fera pas exception à cette règle-là. Cette lutte-là, elle arrivera ne fait pas suffisamment pour se libérer de la le peuple togolais lutte face à un régime qui a mis 50 années pour s'enraciner et faire ce qu'il est en train de faire. Mais personne ne peut rêver que cette lutte-là devait être facile et autre. Nous nous y attelons, nous, jour et nuit. Nous n'avons pas de vie privée, nous n'avons pas de vie de famille. Nous nous consacrons à cette lutte parce que nous sommes forcément convaincus que cette lutte-là, elle arrivera à bout. Oui, jusqu'à quand ça durera finalement, cette traversée du désert? Vous savez, je ne suis pas... Oui, je lutte, mais vous savez, je ne peux pas avoir les dons, les dons divins, Monsieur Eric Kator, pour vous dire que cette lutte-là, elle arrivera à bout aujourd'hui ou dans 10 minutes. Ça, Dieu le sait. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que moi je suis convaincu, en tant que combattante de la liberté, que cette lutte-là, elle n'échouera pas. Vous écoutez le peuple? Vous écoutez la population chaque matin? Est-ce que vous savez qu'elles sont un peu déçues, la différence, c'est que je suis député. Et donc, un député est élu. Vous le savez. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je rencontre toujours au peuple qui m'a demandé, et vous le savez, moi je suis sur toutes les radios, sur toutes les télévisions. Lorsque vous m'invitez, vous m'avez invité, je reviens de mission, vous m'avez invité, je suis là pour parler avec le peuple togolais et lui parler de la vision de l'ANC, de ma vision de la lutte politique togolaise. Et je m'en tiens à cela. Exception par moment, parce qu'on en écoute pas mal quand même. Oui, lorsque l'on dit le peuple est fatigué, le peuple est déçu, c'est faux. Comment voulez-vous que moi qui me bats, je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons plus de vie et autres, je puisse accepter que l'on se fatigue pour sa liberté? Moi, j'estime qu'on ne peut pas se fatiguer pour sa liberté. Je vous ai dit tout à l'heure que... L'esclave doit se libérer. Mais bien sûr. Mais il n'y a pas de secret pour cela. Mais regardez dans tous les pays où les luttes ont été menées. Mais cela n'est jamais tombé du ciel. Cela n'est jamais tombé du ciel. C'est le peuple qui s'est levé, qui a dit non à un moment donné. C'est cantonné à dire non. Le peuple togolais l'a démontré encore la dernière fois. Les enseignants le démontrent tous les jours. Les populations l'ont démontré la dernière fois lorsqu'on a augmenté le prix du carburant. Est-ce que c'est l'ANC qui a demandé aux gens de sortir dans les rues pour après, dénoncer Mais oui, vous avez demandé après. Oui, mais ça n'a pas marché. Oui, mais cette manifestation, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça n'a pas marché? La manifestation que nous avons fait, moi je dis, nous sommes organisateurs. Moi je suis curieux, je suis quand même gêné de voir que ceux qui n'organisent pas de manifestation, c'est eux qui font le débriefing et les commentaires sur la manifestation. C'est moi, organisatrice, qui dois savoir si la manifestation que j'ai organisée a réussi ou n'a pas réussi. Bon, ceux qui ne sont pas organisateurs, c'est eux qui décident de donner le satisfecit ou non. Et donc, moi, je ne comprends pas quelle est cette dérive que
que nous remarquons aujourd'hui dans notre pays et autres, de parler à la place du peuple en disant que le peuple est fatigué. Comment vous pouvez être fatigué pour le combat que vous menez pour votre propre liberté? Ce qui se passe dans ce pays, lorsqu'on a augmenté le prix du carburant, on l'a augmenté pour Jean-Pierre Fabre seul ou pour les militants de l'ANC. Quand vous allez à la station d'essence pour acheter le carburant, vous ne l'achetez pas à 300 francs et Isabelle Améganville l'achète à 600 francs. Nous l'achetons au même prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes qui se posent, que ce régime pose aux Togolais, il les pose à tous les Togolais sans distinction aucune. Peut-être que c'est la minorité dont évoquée par le chef de l'État qui tire les marrons du feu. Nous sommes logés à la même enseigne et nous ne pouvons pas être fatigués de la lutte que nous menons pour nous libérer de ce qui se passe dans notre pays. Voilà sur la question des réformes, nous avons encore 2 minutes. Il y a un auditeur qui pose la question: si d'ici à 2020 les réformes politiques ne sont pas opérées, est-ce que ça suppose également que les fichiers électoraux restera-t-il? Est-ce que vous irez aux élections? Je n'en sais rien. Je suis deuxième vice-présidente de l'ANC, un parti politique qui regroupe plusieurs militants, des sympathisants, qui a des structures qui décident, qui prennent des décisions, qui s'imposent démocratiquement à tous les militants au moment opportun. Pour l'heure, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes dans le combat sur les réformes et je m'en tiens à cela pour le moment. Au moment opportun, votre auditeur sera informé de quelle sera la décision de l'ANC sur ce point-là. Il y a un autre auditeur qui demande où est-ce que vous en êtes avec les discussions avec le groupe des 6. Ces 6 partis politiques de l'opposition, qui sont aussi mis ensemble pour le combat pour les réformes politiques. Vous aussi, vous vous battez pour les réformes politiques. Où est-ce que vous en êtes? Oui, ce que je sais, j'y étais pas. C'est pour cela que je ne parle pas souvent de ceux dont je n'ai pas la maîtrise pour éviter de raconter n'importe quoi. J'étais pas là lorsque le groupe des 6 a rencontré CAP 2015. Et donc, ce qui est sûr, c'est que le groupe des 6 a rencontré CAP 2015 et les deux entités ont échangé sur la méthode ou bien les conditions de lutte à mener pour la réalisation des réformes. Et donc, c'est tout ce que je sais, puisque, vous savez, c'est la liberté au sein de l'opposition. Nous ne sommes pas un seul parti politique de l'opposition, nous sommes plusieurs partis de l'opposition peut-être qui ne sont même pas de la même obédience politique. Il y a des socialistes, il y a des libéraux, il y a des démocrates aussi. Voilà, il y a tout ce que vous voulez, et donc forcément nous ne pouvons pas voir toute la politique de la même manière, mais sur les réformes, nous sommes d'accord que ces réformes-là doivent être réalisées. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ensemble nous conjuguons les efforts pour que ça soit réalisé? C'est ça qui est le débat, et c'est sur la base de laquelle ces deux entités se sont rencontrées. Très bien. Donc voilà ce que je peux dire sur... Vous avez rencontré aussi Maître Yaouvi Agboibo. Oui, pas moi, mais l'ANC, le chef CAP 2015, le chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre. Vous vous êtes mis d'accord sur l'essentiel par rapport à ce combat, la lutte? Ils ont échangé, parce que c'est des responsables politiques de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, c'est M. Jean-Pierre Fabre. Contrairement à ce que les gens prétendent, il rencontre ceux de l'opposition qui supplémentaire. Ah bah oui, qui mènent le même combat que lui, peut-être pas de la même manière, mais à tout de même qui mène le même combat que lui. Et donc les discussions ne s'arrêtent pas à la seule et unique discussion. C'est des discussions qui sont appelées à se renouveler, et tout ça pour que peut-être la fumée blanche finisse par sortir. Encore que moi je ne fais pas la politique de l'autruche. Nous avons des gens dans
dans le temps essayé plusieurs fois de faire des unions qui n'ont pas marché et tout cela, hein, je mesure la difficulté de la chose et je ne suis pas j'espère que cela marchera, mais je ne suis pas tenu aussi de dire que ou de croire que cela marchera forcément, hein, parce que bon, comme on dit chez nous, lorsque le serpent vous a piqué une fois, quand vous voyez le ver de terre, vous devez, si vous êtes responsable, faire très attention. Très bien. Merci beaucoup à Maître Isabelle Amegavi. Vous restez avec nous dans une quinzaine de minutes. Nous reviendrons pour la seconde partie de Taxi Presse. Nous allons parler de la nouvelle pomme de discorde, la composition du Conseil national de suivi de la décentralisation. Au niveau du CAR, on n'est pas d'accord et on accuse même l'ANC de jouer un rôle trouble. On va en parler dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Deuxième partie de Taxi Presse, notre invitée ce matin, la deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, la députée Isabelle Amegavi. Il y a des questions d'auditeurs, je voudrais qu'on démarre avec deux questions. Il y a un auditeur qui demande, il dit, nous sommes à 1 an de législative, que faites-vous du découpage électoral qui avait problème lors des dernières élections législatives? Irez-vous encore cette élection sans bénéficier d'un bon découpage? Qu'est-ce que vous lui répondrez? Monsieur Gato, je ne cesse de le dire, hein. Depuis le début de cette émission-là, je crois que j'en ai parlé au moins à 4 voire 5 reprises. J'ai évoqué les réformes. Il s'agit de réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales dans lesquelles fait partie le problème du découpage électoral également. C'est un ensemble, hein, de réformes qui doivent se faire pour que les élections, toutes les élections législatives, locales, présidentielles par la suite, soient libres, transparentes et équitables. Il y a une autre question. Comment comptez-vous amener le régime, le pouvoir de Faure Gnassingbé à opérer les réformes, vu que le régime va de dilatoire en dilatoire? C'est la question de notre auditeur. J'aurais préféré que l'auditeur pose la question de savoir comment ferons-nous. Parce que, savez-vous, pour cette lutte-là, il ne s'agit pas d'un problème qui concerne l'ANC, c'est un problème qui concerne tous les Togolais, vous et moi, et tous les auditeurs. Et donc, posons-nous la question, qu'est-ce que nous devons faire pour amener ce régime qui va de dilatoire? Encore heureux que l'auditeur a remarqué que le régime use de dilatoire. Et donc, qu'allons-nous faire, nous tous, vous êtes les leaders. Pour que nous faisons... Vous êtes les guides. Nous faisons notre part. Nous n'arrêtons pas de faire notre part. Lorsque tout à l'heure, votre auditeur a dit que bon, nous avons échoué, l'opposition a échoué, et qu'on a appelé à une manifestation, les gens ne sont sortis et tout cela, ben, ça veut dire que c'est un problème, l'actuel problème qui est posé, qui concerne nous tous. Oui. Parce que si nous, les leaders, comme vous nous appelez, nous appelons à une manifestation pour revendiquer, défendre les intérêts du peuple togolais, et que le peuple togolais lui-même ne se sent pas concerné, vous voyez qu'il y a un problème. C'est pour cela que je dis que les questions doivent maintenant être posées de manière commune, plutôt que de manière personnelle, parce que le problème qui se pose au Togo, c'est un problème qui concerne tous les Togolais, sans distinction aucune. On en vient maintenant à cette problématique des élections locales, ou, n'est-ce pas, de la question liée donc à la décentralisation au Togo. La semaine dernière, le gouvernement togolais, à l'issue du Conseil des ministres, a fait remarquer, en donnant quand même le nom de ceux qui composent le Conseil national de suivi de la décentralisation. Et on a vite fait de remarquer qu'au niveau de l'opposition, la division, elle est réelle. D'ailleurs, il y a un communiqué du Comité d'action pour le renouveau CAR qui circule sur les réseaux depuis quelques heures, depuis hier beaucoup plus. Une vraie communiqué, c'est pas du n'importe quoi, où le CAR vous accuse presque d'être de connivence avec UNIR pour prendre la place de l'opposition, la place qui lui revient de droit. Que répondez-vous? La place qui revient à qui? À M. Kissi? Non, à toute l'opposition. À toute l'opposition. Bon, le communiqué, je ne l'ai pas encore lu. Par contre, j'ai écouté tout à l'heure en venant dans vos studios, M. Kissi était sur
je crois Radio Victoire avec Monsieur Jacob Ahama, et je l'ai écouté en venant chez vous sur beaucoup de choses. Je crois que d'entrée de jeu, tout à l'heure j'ai dit que moi, Isabelle Améganvi, et avec moi, l'ANC, nous ne nous tromperons jamais d'adversaire politique. Notre adversaire politique, nous le connaissons. Et notre lutte, nous la menons contre cet adversaire politique que nous estimons qu'il faut combattre pour des raisons que tout le peuple togolais connaît. Bon, cette mise au point faite, je tiens quand même à dire quelque chose. Et je parle avec des preuves à l'appui, puisque en venant, bon, j'ai pris la liberté de prendre avec moi les documents écrits qui attestent de ce qui s'est passé en ce qui concerne la formation de ce fameux comité national de suivi de la décentralisation. Oui. Alors, je vais me contenter juste de donner la version et qui est la réelle de ce qui s'est passé en ce qui concerne ce comité. À l'Assemblée nationale, vous savez, on a ce qu'on appelle une fiche d'analyse. C'est lorsque le président de l'Assemblée nationale veut saisir un député par rapport à un problème, à une mission et à une information, donc on fait une fiche d'analyse que l'on envoie. Cette fiche d'analyse-là date du 28 février 2017, laquelle fiche d'analyse fait mention en ce qui concerne les observations, les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, adressées au secrétaire général de l'Assemblée nationale, copie au président du groupe ANC et UNIR pour m'en parler d'urgence. Copie au président du groupe parlementaire UNIR et ANC pour en parler au PA, urgence signalée. Et ce courrier, cette fiche d'analyse m'est parvenue le 6 mars 2017. Et à cette fiche d'analyse était joint un courrier du ministre de l'administration territoriale adressé au président de l'Assemblée nationale, lui demandant, conformément au décret numéro 2017-004-PR du 19 janvier 2017, créant un conseil national de suivi de la décentralisation, de désigner 9 députés de la majorité parlementaire et 8 députés représentant l'opposition parlementaire pour faire partie du dit conseil. Donc voilà la fiche d'analyse que j'ai reçue. Et attaché à cette fiche d'analyse, le décret en question, le décret 2017-004-PR, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure. Je rappelle qu'aujourd'hui, la présidente législature qui officie à l'Assemblée nationale compte 2 groupes parlementaires. Le groupe parlementaire UNIR dirigé par M. Chao Christophe et le groupe parlementaire ANC dirigé par moi-même, Isabelle Améganvi. Et donc, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée, quand ce genre de problème se pose, cela concerne les groupes parlementaires. Et lorsque je m'explique, parce que vous savez, à l'Assemblée nationale, lorsque vous n'êtes même pas membre d'un groupe parlementaire, vous êtes considéré comme non inscrit. C'est comme cela. Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui fait en sorte que... Et ils n'ont pas droit au chapitre. Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas... Tous les députés ont droit au chapitre. Mais dans l'organisation pratique de l'Assemblée nationale, il y a 2 groupes parlementaires, le groupe UNI et le groupe ANC. Et donc, le président de l'Assemblée nationale a fait adresser donc le courrier du ministre et le décret avec la fiche d'analyse aux 2 présidents, notamment le président, puisque le président du groupe parlementaire doit faire désigner 9 députés en leur sein et au niveau de l'opposition, 8 députés. Comme moi, je suis présidente du groupe parlementaire ANC, mais je sais que ce n'est pas seulement le groupe parlementaire ANC qui est de l'opposition parlementaire. Monsieur Éric Gato, j'ai pris sur moi de commencer des concertations avec, et je vais le dire précisément, avec tous mes collègues se réclamant de l'opposition. Et je vais vous dire dans l'ordre. J'ai appelé Maître Doji à Pévon pour lui faire part
de l'information et du courrier que j'ai reçu pour lui demander que 8 places, l'opposition parlementaire doit désigner 8 places. Donc que le président de l'Assemblée nationale vienne m'informer et que donc j'attends que nous puissions voir comment faire puisqu'il s'agit de 8 places à répartir entre 18 de l'ANC, 4 du cas, Maître Apévon aujourd'hui n'est plus du cas, 2 de Hadi, 1 de Sursaut et M. Jimo Oré qui est de son parti politique. Je fais observer qu'en aucun moment je n'ai eu aucune concertation avec qui que ce soit de l'UFC, parce que j'estime que l'UFC qui participe au gouvernement à tous les niveaux, vote à l'Assemblée nationale comme la majorité, ne peut pas se réclamer de l'opposition. Et moi, ce n'est pas M. Kissi qui m'apprendrait que c'est une curiosité togolaise, des togolaiseries, que de prendre un parti politique qui participe à l'action exécutive comme étant de l'opposition. Donc, je n'ai pas concerté l'UFC. J'ai donc concerté Maître Apévon. J'ai parlé avec M. Kissi et Dieu merci, aujourd'hui, les Blancs ont trouvé des mécanismes qui font en sorte que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Nous avons discuté, M. Kissi et moi, et nous avons même échangé des SMS qui sont aujourd'hui là et qui peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire, parce que je n'ai pas pour habitude, moi, de raconter n'importe quoi. Et donc, j'ai concerté M. Kissi, à qui j'ai posé le problème, à qui j'ai dit que je ne concerterai pas l'UFC parce que j'estime, et c'est la position du CAR aussi, que j'estime que l'UFC ne peut pas encore, cette fois-ci, parce qu'ils nous ont fait le coup. Rappelez-vous, c'est nous qui souffrons le plus des problèmes de l'UFC. Parce que rappelez-vous, ils nous ont fait le coup au niveau de la CENI, ils nous ont également fait le coup plus terrible au niveau de la composition de la HAC. Et donc, moi, on ne peut pas m'apprendre de leçons en ce qui concerne les velléités expansionnistes de l'UFC qui ne comptent que 2 députés finalement à l'Assemblée nationale. Et donc, j'ai consulté M. Gogué aussi pour Hadi, j'ai consulté Mme Koupopa qui est de Sursaut, et j'ai consulté également M. Jimo Oré. Et voilà ce qui sort et je l'ai là. Monsieur Kissi m'a rappelé après pour me dire qu'il ne compte pas participer à ce comité parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la composition de ce comité et ils ne sont pas d'accord non plus avec la clé de répartition. Bien entendu, on a 8 places à partager entre, je crois, 26 au début, parce que les groupes tels que je les ai cités font un total de 26, de 26 députés. Voilà, au total, sans les 2 de l'UFC, oui. Donc ça fait 26. Alors, on vous demande de partager 8 places entre les 2, il faut bien que vous partagiez cela compte tenu d'un critère. Et donc j'ai dit que nous partagerons compte tenu du critère de représentativité à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour rien quand même que l'ANC a 18 députés à l'Assemblée nationale et que le chef de file de l'opposition est de l'ANC également. Et donc j'ai dit, mais nous partagerons à l'Assemblée nationale, c'est cela. Le règlement intérieur est basé sur le fait de tenir compte de la configuration des partis politiques à l'Assemblée nationale. J'ai fait un simple calcul, M. Gato, 8 divisé par 26 appliqué sur 18, ça donnait 5. Et donc il restait 3. Et donc j'ai fait cette proposition là en disant que ce même problème de l'UFC va se poser et que nous estimons que l'UFC, et je ne les ai pas consultés. Et donc M. Kissi m'a écrit un SMS pour me dire qu'ils ne participeront pas. M. Gogué m'a écrit pour me dire qu'il propose M. Kampatib à l'effet de représenter Adila, mais qui n'est pas d'accord, il ne comprend pas la procédure. Alors, je n'ai pas très bien compris, donc je l'ai appelé et il m'a expliqué qu'il ne comprend pas pourquoi c'est à moi que le président de l'Assemblée demande de... J'ai dit, mais vous êtes 2 députés à l'Assemblée nationale, M. Gogué, vous n'êtes pas un groupe parlementaire. Le président fait une fiche d'analyse qu'il a remis au président de groupe parlementaire, et moi, je n'ai pas pris cette fiche d'analyse en donnant 8 noms de députés. Et ANC, je vous ai appelé pour vous dire que voilà, c'est comme cela que une information, et qu'est-ce qu'on fait et autres. Donc j'ai compris tout de suite
que bon, le problème qu'ils avaient, c'était un problème par rapport à Isabelle Améganvi qui était en train de concerter et autres. J'ai consulté Madame Koupokpa. Madame Koupokpa m'a dit, elle est seule, elle m'a dit qu'elle faisait partie de la commission au niveau de l'atelier qui a proposé la création de ce conseil et autres là, et que si bon, nous estimons que le partage pourrait se faire et que sa personne peut être prise parmi les 8, elle est disposée à faire partie de ce conseil-là. J'ai appelé Monsieur Orejimon. Monsieur Orejimon a été catégorique en me disant que lui, il ne compte pas participer à ce marché de dupes parce que la composition de ce comité ne l'intéresse pas du tout. Parfait. Et que de toute façon, s'il y a quelque chose à défendre là-bas, lui, c'est que si nous sommes là-bas, nous défendrons cela. Donc, il n'y a pas de problème à ce. Voilà. Donc, voilà les résultats que j'ai eu par rapport à la concertation que j'ai eue. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne prendrai pas... place vous revient finalement, puisque le CARAR... Non, je vous explique. Puisque je n'ai pas reçu l'assentiment du cas, 4 députés et autres et tout ça, je ne peux pas prendre la liberté. Je suis président du groupe parlementaire ANC, quoi qu'on dise. Je ne suis pas président chargé des relations publiques, des députés du cas, de Hadi, etc. à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit au président le 17 mars 2017 en lui disant ceci: Monsieur le Président, et l'objet de la lettre, c'est la transmission de la liste des députés ANC, membres du Conseil national de suivi de la décentralisation. J'ai dit, faisant suite à la fiche d'analyse du 6 mars 2017, me demandant la communication d'un nom de 8 députés de l'opposition parlementaire devant participer au Conseil national de suivi de la décentralisation, j'ai l'honneur de vous informer que les contacts avec les responsables des autres partis de l'opposition parlementaire ne m'ont pas permis de recueillir les noms de leurs représentants. Je vous prie en conséquence de trouver ci-après les noms des députés de l'ANC désignés pour siéger au sein de ce comité. 1. Améganvi Manavi Isabelle. 2. Lawson Bankou Bouevi Patrick. 3. Kpadenou Amouzuvi. 4. Dra Kossi Sevia Menou. 5. Ouro Akpo Tchanyao. Le nombre des députés de l'ANC au sein de ce conseil est obtenu en tenant compte de la représentativité du groupe parlementaire ANC au sein de l'opposition à l'Assemblée nationale. Veuillez agréer, etc., etc. et autres. Cette lettre-là a été déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale le 18. Le 18, et le lendemain, je suis parti en mission à Ho Chi Minh, au Vietnam. Après le Vietnam, je suis parti à Paris, et c'est à Paris que j'apprends que le comité a été mis en place par décret. Et je découvre, puisque les informations m'ont été envoyées lorsque j'étais à Paris, et je découvre que sur les 5 noms que j'ai envoyés au président de l'Assemblée nationale, seulement 4 noms ont été retenus sur la liste de 5 que j'ai obtenus. Monsieur Éric Gato, je suis rentré au pays dimanche soir. Lundi, je n'ai rencontré personne. Mardi, c'était l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ce n'est que le lendemain matin, mercredi, c'est-à-dire hier, que j'ai demandé, et aujourd'hui que j'ai demandé à savoir ce qui s'est passé par rapport à la lettre que j'avais envoyée au président de l'Assemblée nationale avant de quitter le territoire national. Et voilà ce qui m'a été répondu quand je suis parti, puisque j'ai fait le compte rendu au président de l'Assemblée nationale en lui disant les points de vue émis par les uns et les autres sur mes collègues, émis par mes collègues de l'opposition sur la concertation que j'ai voulu avoir avec eux, sanctionné par cette lettre-là, pour dire que dans ce cas-là, je ne pouvais pas donner de nom, parce que, vous savez, je ne pouvais pas donner le nom, par exemple, de Madame Koupokpa, quand bien même elle a accepté, voilà, de participer, puisque le cas, elle, je vous ai dit tout à l'heure que moi, je compte sur la représentativité de chacun à l'Assemblée nationale. Je sais qu'elle est seule à l'Assemblée nationale. Monsieur Orejimon a dit qu'elle ne participe pas. Le cas, ils sont 4. Alors, de quel droit est-ce que moi, je mettrai le nom et tout ça? C'est pour ça que j'ai préféré, puisque je gère bien ce qui concerne le groupe parlementaire, donner le nom. Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'après mon départ et après le compte rendu, j'ai fait au PA sur les difficultés que j'ai rencontrées. Le PA a chargé le secrétaire
de l'Assemblée, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, de prendre la tâche avec les autres partis politiques. Après avoir pris la tâche avec les autres partis politiques, le CAR a répondu, tenez-vous bien, hein, le CAR a répondu en envoyant le nom de 2 personnes. Et c'est ce que j'avais proposé, moi aussi, quand je faisais les tentations. A envoyé deux noms, a dit, comme il me l'a dit, mais en n'étant pas d'accord sur la procédure et autres, a envoyé un seul nom. Voilà. Et donc, le président de l'Assemblée nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que et l'UFC, voilà, il paraît, voilà, justement c'est ce que j'oubliais, et il paraît que l'UFC aussi, qui a été contacté par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, aurait envoyé un nom. Et donc... Ça fait le 8. Non, ça fait 9. Ah, oui. Ça fait 9, puisque l'ANC a envoyé 5 noms, le CAR a envoyé 2 noms, ADI a envoyé un nom, et l'UFC aurait envoyé un nom. Donc ça fait 9 noms, et au lieu des 8 que la fiche d'analyse nous disait d'envoyer. Et donc il paraît que c'est au ministère qu'ils ont décidé d'amputer le nom de, puisque ils disent que c'est 9, mais l'Assemblée nationale a envoyé, c'est 8, mais l'Assemblée nationale a envoyé 9, et donc ils ont décidé, le ministre, je crois, a décidé unilatéralement d'amputer la liste de l'ANC du seul nom. Alors, est-ce que ce qui s'est passé, moi je vous parle d'une information que j'ai eue aujourd'hui, et hier et aujourd'hui, hein, quand je suis rentré de mission. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, je ne vois pas là où se trouve le problème de l'ANC, ou bien qu'est-ce que M. Kissi ou le CAR reproche à l'ANC, parce qu'en réalité, nous souffrons beaucoup plus, hein, nous souffrons beaucoup plus que le CAR. Hein, des velléités, je l'ai bien dit, je le répète encore, des velléités expansionnistes de l'UFC à l'Assemblée nationale. L'UFC qui ne compte que des députés. Vous savez, dans ce conseil national, vous n'ignorez pas que tous les ministres y sont représentés. L'UFC a des ministres. Nous, 18 députés à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas de ministres, nous ne regardons pas. Vous avez refusé l'UFC a des préfets. L'UFC a des présidents de délégations spéciales et autres. Donc, à 2 partis politiques, nous sommes conscients que l'UFC est surreprésenté au niveau de ce conseil-là. Donc, nous ne pouvons pas accepter comme cela de donner, parce que nous combattons l'injustice. Je voulais vous dire juste la position du CAR sur le sujet, puisque vous n'avez pas lu leur communiqué véritablement. Le CAR dit qu'en examinant le décret pris en Conseil des ministres portant nomination des membres, il a constaté que l'opposition est représentée par 7 élus au lieu de 8 prévus par le décret portant création du Conseil. Et la vérification faite par le CAR ont révélé que c'est l'une des 5 places que l'ANC s'est attribuée sur le quota de l'opposition qui a été laissée à un parti de la majorité gouvernementale par une manœuvre identique à celle qui a été appliquée lors de la composition de la CENI qui a organisé la présidentielle de 2015. Alors le CAR tient à dénoncer vivement la manœuvre. C'est le lieu de souligner que le statut de l'opposition constitue la colonne vertébrale de toutes les réformes en perspective et qu'il est illusoire de s'attendre à une juste composition des institutions et à des élections libres et démocratiques sans l'abrogation d'un statut de l'opposition qui laisse la latitude à un parti qui siège au gouvernement de s'accaparer des places qui reviennent donc à l'opposition dans les institutions. Voilà la réaction du CAR sur le sujet. Oui, mais la manœuvre, l'auteur de la manœuvre, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Tel que je vous ai raconté là, la jeunesse des faits là, c'est nous qui sommes auteurs de la manœuvre dénoncée par le CAR. Est-ce que le nom de l'UFC sur la liste? Qui, moi? Peut-être celui qui a écrit le nom de l'UFC sur la liste. Oui, mais celui qui a écrit le nom de l'UFC sur la liste, est-ce que c'est moi? Moi, je l'ai là, le courrier que j'ai envoyé au président de l'Assemblée nationale. Lequel courrier aurait été envoyé tel quel au ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. Alors, si le ministre, l'ANC n'est pas au Conseil des ministres, hein, et je fais observer que c'est le Conseil des ministres, au Conseil des ministres que le décret a été pris. Et donc, si le décret a été pris en putant la liste que moi j'ai envoyée de 5 noms et autres là, c'est moi qui suis l'auteur de la manœuvre dont on parle. Moi, je ne comprends pas. C'est moi qui suis l'auteur de la manœuvre.
manœuvre où je ne sais pas de quoi on parle. Alors, le temps de la manœuvre, voilà, et je mets au défi qui que ce soit de me contredire sur ce que je viens de dire, parce que les preuves sont là. Qu'est-ce qui se passe dans l'opposition, en fait, je que sais vous pas. tirez dessus tout le temps? Moi, j'ai jamais tiré sur personne. Hein. Moi, je n'ai jamais tiré sur personne, et je vous ai dit tout à l'heure que moi, l'adversaire politique de l'ANC, nous le connaissons très bien, et nous ne nous trompons pas, et nous ne nous tromperons pas de cible. Vous m'avez posé une question. Le peuple togolais attend. Parce que je vous ai dit que j'ai écouté M. Kissi aujourd'hui sur Radio Victoire, sur les manœuvres dont il parle, etc. et tout ça. Moi, je ne fais que donner ma version des faits. Naturellement, les faits tels que cela s'est passé, tels que je les avais menés avant de partir. Et je vous ai assuré, et les preuves peuvent être apportées à tout moment. J'ai quitté le pays, je ne suis rentré que dimanche dernier au soir. Et j'étais à l'étranger lorsque ce décret a été pris en conseil des ministres, gouvernement auquel l'ANC n'est pas parti. Voilà ce que je voudrais dire sur ce, sans polémiquer outre mesure sur quoi que ce soit, parce que c'est ça ma vérité, et c'est ça la vérité sur ce qui s'est passé. Maintenant, en ce qui concerne la position de l'ANC sur ce fameux comité et justement, autres... Quelle est votre position sur cette commission? Parce que si vous acceptez, c'est un peu rare que vous acceptez rentrer dans des commissions, discuter avec le pouvoir sur certains sujets. Alors si vous rentrez là-dedans, ça veut dire que vous voulez œuvrer pour que ça marche désormais. Vous voulez être auprès de la marmite, c'est ça? Monsieur Gator, vous savez, d'abord, les gens paraissaient surpris, et moi je me posais la question de savoir pourquoi ils devaient paraître surpris lorsque nous avons accepté, nous avons refusé d'abord de participer à l'atelier du Ashkroun, parce que nous ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Ashkroun et tout ça, pourquoi nous ne voulons pas en entendre parler en ce qui concerne les réformes? Nous l'avons bien expliqué, suffisamment expliqué. Maintenant, nous sommes à l'avant-garde du combat pour les élections locales, parce que nous estimons que nos collectivités doivent pouvoir se développer à la base. Et donc, nous sommes à l'avant-garde du combat pour les locales. Et donc, nous, lorsqu'on a lancé l'atelier sur la décentralisation et tout ça, à l'hôtel Sarakawa, nous y étions. Et je me rappelle d'ailleurs que ce problème de représentation devait se poser, puisque le ministre de l'administration territoriale avait à l'époque envoyé un courrier à l'Assemblée nationale demandant à ce que soit désigné pour participer à cet atelier-là les présidents de groupes parlementaires, le président de la commission des finances, le président de la commission des droits de l'homme et le président de la commission des lois. Il se trouve que tous ces présidents-là sont tous du groupe parlementaire uni. Ce qui fait que tous ceux qui avaient été, désignés par lui à l'époque étaient tous d'unir, sauf moi seul, président du groupe parlementaire ANC, qui devait être là. Je n'ai pas manqué d'écrire au président de l'Assemblée nationale pour lui dire que l'Assemblée nationale est une institution et qu'au Togo, jusqu'à preuve du contraire, on prône la séparation de pouvoir. Et que si le ministre de l'administration territoriale ne savait pas les règles, ne connaît pas les règles, pourtant il avait été député, qui gouverne l'Assemblée nationale, lui, président de l'Assemblée nationale, devait le rappeler à l'ordre qu'on ne peut pas désigner des députés pour participer à un atelier où l'opposition se retrouve à un... Et c'est sur cette lettre-là que le ministre a dû repousser chemin en demandant à ce que les autres partis... Ça, je ne suis pas venu sur les radios pour le crier. Hein. C'est sur cette base-là que une autre désignation a été faite, et nous sommes allés donc à cet atelier-là. Nous y sommes allés à cet atelier et nous avons dit ce que nous pensons de la décentralisation. Vous voulez toujours pas dire ce que vous pensez en restant maintenant dans la commission? Oui, mais le ministre lui-même sait quelle a été notre participation à cet atelier-là pour pouvoir partager avec tous ceux qui étaient là ce que nous savons de la décentralisation pour laquelle nous nous battons. Et je vous le dis, je le répète encore, nous sommes à l'avant-garde de ce combat pour les élections locales, pour la décentralisation dans notre pays, parce que nous estimons que c'est cela qui apportera le développement et tout le reste. Donc voilà ce qui s'est passé. Et donc, lorsque ce comité
ce comité a été créé, le ministre de l'administration territoriale nous avait appelé pour faire, a-t-il dit, des concertations préalables à la prise du décret. Nous sommes allés et il nous a monté le décret, tout ça. Mais naturellement que nous avons dit. Parce qu'il dit c'est un comité technique et je me rappelle qu'à l'atelier, ils ont fait venir le ministre de l'Intérieur du Burkina et le ministre de l'Intérieur du Sénégal pour faire partager aux Togolais leurs expériences sur la décentralisation et sur les locales. Et donc, ces ministres ont dit qu'existe chez eux ce genre de comité, etc., qui est un comité technique qui relate les choses et tout cela. Mais nous avons dit que le Togo n'est ni le Sénégal ni le Burkina Faso. Parce que le comité tel qu'il était composé posait problème. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait dit qu'il serait dirigé par le président de la République. Unir, on dit, tous les membres du gouvernement sont membres de ce comité. Unir et UFC. Unir et UFC, bon, on dit les délégations spéciales. On a cité les délégations spéciales. Vous savez que nous ne participons pas aux délégations spéciales parce que nous combattons ce système de délégations. Vous avez refusé de participer. Oui, mais nous ne participerons pas parce que c'est tout et n'importe quoi. Et donc, des gens qui sont nommés là-bas, au lieu et place des élus qui ne rendent compte à personne et tout ça, et qui font tout et n'importe quoi, nous ne pouvons pas cautionner ces choses-là. Donc, nous ne participons. Donc, c'est unir et bon, on a dit les chefs traditionnels, les représentants des délégations préfectorales, etc. Tout ça là, c'est unir. Et finalement, et le bureau même du conseil, on a dit c'est le ministre le premier ministre qui dirige maintenant. Le premier ministre qui dirige, après le ministre des Finances, le ministre de l'administration territoriale est rapporteur, le ministre des Finances et tout ça. Mais c'est dans ces conditions que vous allez travailler. Mais c'est pas Monsieur Gatto, c'est pas une raison pour que nous laissions entre les mains. J'étais heureux ce matin lorsque j'ai écouté monsieur qui s'y pensait exactement comme nous. Ce n'est pas pour cette raison que l'UNIR doit croire que nous allons laisser entre ses seules mains la décentralisation et les élections locales. Vous commencez à avoir une autre vision non. Les choses. Non. Pas de votre nature. Non, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en ce qui concerne le Ashkroun et les réformes, notre position était bien claire. Mais en ce qui concerne les locales et la décentralisation, nous comptons apporter notre pierre pour que cette décentralisation-là, vous savez où se trouvent vos intérêts, que nous avons attendu depuis 1987 et qui a été promis dans les 22 engagements signés en 2004 puisse avoir. Et donc, nous ne comptons pas laisser unir seul là-bas. Quand bien même tous les ministres... Là où se trouvent vos intérêts au niveau de l'ANC aujourd'hui, ici, il faut que nous ayons nos yeux là-dedans. Là, bon, ils peuvent gérer, on s'en fout. Ici, ça nous intéresse, on est là, on veille à ça. C'est comme ça qu'il faudra aussi comprendre la chose. Oui, mais il faudra comprendre que nous estimons que c'est important que nous soyons là-bas. Est-ce que et toutes les manœuvres, que l'on fera pour nous bouter hors, mais ne prospéreront pas, c'est tout. Alors, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui au niveau de votre parti politique? Je ne voulais pas parler de la classe politique de l'opposition, que si ces élections s'organisent d'ici à la fin de l'année, comme le ministre des Affaires étrangères l'avait dit, est-ce que vous serez prêt pour participer à soit dit à part ça, il faut savoir au gouvernement ce qu'il veut là, parce que le ministre de l'administration territoriale à l'atelier et tout ça a dit que les élections locales ne peuvent jamais avoir lieu. Quand on commence, au moment où on parlait à l'atelier, si on commence les activités préparatoires dès à présent, le jour J même, où on était en train de parler, ces élections ne pourraient pas avoir lieu avant 2018. C'est ce qu'il nous a dit. Or, il se trouve que jusqu'au jour d'aujourd'hui, après avoir mis en place, à part avoir mis en place ce fameux comité, rien n'a été accompli jusqu'à présent, ce qui concerne le chronogramme et les activités préalables pour la mise en place. Alors, quand le ministre des Affaires étrangères décide que nous sommes en avril, là, que avant la fin de cette année, les élections locales auraient lieu, et que son homologue de l'administration territoriale dit qu'elles ne peuvent pas
pas avoir lieu avant. Il faut savoir ce que... Et donc, moi, nous apprêtons, nous sommes un parti politique. Nous nous apprêtons et autres. Et je vous ai dit que c'est depuis 2004 que nous nous battons pour les locales. Hein, il n'est pas dit qu'aujourd'hui, on commence à voir les lueurs de ces locales, quand bien même je ne suis pas dupe des manœuvres qu'il y a pour pouvoir rendre encore compliqué encore la situation et autres là. Ben, nous ne pouvons pas aujourd'hui faire marche arrière alors que nous nous sommes battus. C'est pour cela que je vous ai dit qu'à l'ANC, nous sommes à l'avant-garde en ce qui concerne la décentralisation et les locales. Alors, si les réformes ne sont pas réalisées d'ici là, par rapport à ces élections locales, est-ce que vous maintiendrez votre position? Au moment opportun, tout le monde saura. C'est-à-dire que... Je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on arrivera, vous direz par exemple non, parce qu'il n'y a pas eu de réforme, on ne participe pas à ces élections, même si on a contribué à travailler dans les commissions. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'ANC, je ne décide pas, je ne suis pas la présidente fondatrice de l'ANC. Il n'y a que Jean-Pierre Fabre qui décide chez vous? Il n'y a pas de président. Jean-Pierre Fabre est le président national de l'ANC, il n'est pas le président fondateur de l'ANC. L'ANC a été créé par des bonnes volontés qui, à un moment donné, ont vu la dérive vers laquelle nous allons dans notre ancien parti et ont décidé ensemble de mettre leurs forces et leur détermination ensemble pour qu'il y ait... L'ANC n'appartient pas à Jean-Pierre Fabre, l'ANC appartient à tout le peuple togolais, l'ANC appartient à ses militants et ces militants ayant décidé de faire confiance en Jean-Pierre Fabre pour présider à la destinée de ce parti. Non, on parle de la décision. Et donc, que vous ne pouvez pas prononcer, bon, voilà, les décisions à l'ANC, M. Éric Gaton, se prennent par le bureau national. C'est cela. Oui. Mais les décisions se prennent au niveau, après de discussion sur discussion, d'échange sur échange, pour que nous nous attendions. C'est comme cela que les décisions se prennent à l'ANC. C'est pour cela que moi seul, toute vice-présidente, deuxième vice-présidente de l'ANC que je suis, je ne peux pas répondre à la question que vous êtes en train de poser là. Quand, au moment opportun, le bureau national n'a pas encore choisi de mettre les charrues avant les bœufs et se bat pour le moment pour qu'il y ait plus de clarté dans les conditions, dans les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales, parce que en ce qui concerne les locales, il est très important de parler de ces locales. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du découpage électoral et tout le reste. Et donc nous aussi allons par méthode. Nous y allons par méthode et ça prend beaucoup de temps finalement. Et par règle et par logique. Oui, mais comme toute lutte pour la liberté face à un régime de dictature cinquantenaire. Nous sommes en dictature, vous pensez? Ah ben bien sûr, bien sûr. Je vous donnerai peut-être à une autre émission tous les ingrédients qui font qu'on peut qualifier un pays ou un régime dictatorial ou pas. Au temps du général Gnassingbé Eyadema, vous parlez très peu dans les médias. Vous n'avez pas accès aux médias, même aux médias publics. Là, aujourd'hui, vous parlez... Aux médias qu'on boucle la torée à travers par des organes qui sont incompétents pour se faire. Vous avez la chance de vous exprimer ce matin sur nos antennes. Ça veut dire qu'il y a de la liberté dans le pays. Oui, mais si la liberté, parce que moi, je l'ai pressé, ce n'est pas de gaieté de cœur ou comme cela que UNIR a décidé de donner. C'est au bout d'âpres combats menés par le peuple togolais pendant des années qui a donné lieu à ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer? Est-ce qu'il y a lieu d'espérer aujourd'hui, quand on observe cette guerre au niveau de l'opposition, quand on voit la misère des populations qui ne s'affaissent jamais, presque pas, quand on observe tout ce qui se passe dans le pays, est-ce qu'il y a lieu d'espérer, sincèrement?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur. J'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas, finalement. Je vous écoute. Oui, mais je vous ai... des questions oui, mais je vous ai... Des questions qui sont insistantes. Oui, mais je vous ai dit... Oui, mais oui, bien sûr. Je vous ai dit... Des années que vous avez... Je vous ai donné l'exemple d'autres pays dans lesquels on se bat. Je vous ai donné l'exemple de notre part que nous faisons dans cette lutte-là. Je vous ai donné aussi, je vous ai parlé quand même de la responsabilité car le peuple dont vous parlez. Des années que ce peuple se bat. Mais vous donnez l'impression que si le peuple se bat et que face à un régime, nous n'arrivons pas à voir le bout, c'est une responsabilité partagée. On change de méthode, non? Oui, mais quelle méthode? Quelle est la méthode de lutte que nous n'avons pas encore essayé dans ce pays? Dites-le-moi, quelle est la méthode que nous n'avons pas essayé dans ce pays? Mais vous savez, quand vous allez à l'étranger, les pays comme le Burkina, la Guinée, le Niger et autres, qui sont sortis, nous avons commencé notre lutte avant tous ces pays. Le Burkina, mais nous avons commencé notre lutte avant eux. Mais tout le monde est étonné par l'âpreté de la lutte que mène l'opposition togolaise. Il n'y a qu'au sein de ce pays que les gens ne se rendent pas compte de la capacité de là d'où nous venons et de là où nous sommes aujourd'hui dans cette lutte-là. Et moi à la limite, je suis révolté aussi, des fois, contre des gens qui viennent parler à la place du peuple, en disant le peuple est fatigué. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je ne peux pas comprendre comment on peut être fatigué d'une lutte qu'on mène pour sa propre survie. Comment? Mais à ce moment-là, allez vous coucher au cimetière? Ah oui? Si vous voulez. Vous le pensez sincèrement? Oui, mais je le pense sincèrement. C'est pour ça que moi, je suis dans le combat et que je ne lâcherai jamais tant que l'objectif ne sera pas atteint. C'est pour ça que je suis là-dedans. Mais j'y crois. Parce que vous ne pouvez pas vendre votre liberté contre quoi? Mais la liberté, mais vous vous battez pour l'obtenir jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Il n'y a pas de fatigue à avoir. Quelle est cette manière de mettre le laxisme et dans le cœur des Togolais et autres là? Comment est-ce qu'on peut être fatigué de se battre pour sa propre liberté? Oui, mais on a dit dans la Bible que Dieu nous a créés libres. Oui. Il nous a créés libres. Alors, si Dieu nous a créés libres, comment vous pouvez être fatigué de vous battre contre la liberté que Dieu vous a donnée et qui a été confisquée par quelqu'un? Comment devez-vous être fatigué? D'accord. Vous tous, vous devez nous aider à parler à ce peuple. On ne peut pas parler de fatigue lorsqu'on se bat pour sa liberté et pour sa survie. Vous n'êtes pas suffisamment quand on vous offre le temps d'antenne? Oui, non, mais nous, mais vous savez, à un moment donné, nous sommes aussi, nous aussi fatigués. Et là, d'entendre cette histoire de l'opposition a échoué, le peuple est fatigué, etc. et tout ça, comme si nous... Mais qu'est-ce que nous n'avons pas donné dans ce pays? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait dans ce pays? Mais je ne vais pas vous rappeler d'où nous venons, tout ce que nous avons fait dans ce pays. Hein? Mais la lutte, c'est pas parce que nous faisons face à l'âpreté de la lutte que nous allons baisser les bras et que nous allons nous fatiguer. Nous ne le faisons pas. C'est pour ça que je vous dis que nous faisons notre part et nous n'arrêterons pas de faire notre part. Chaque Togolais doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. C'est ça. Maître Isabelle Améganvi, récemment le gouvernement togolais a quand même fait quelques changements, quelques nominations. Il y a un nouveau ministre qui entre au gouvernement au niveau du tourisme. Il y a une nouvelle directrice au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion qui est faite du pays? Rien du tout. La catastrophe habituelle dont nous parlons et tout cela, je ne veux même pas perdre mon temps à parler de ça. La gabegie, la gestion calamiteuse des finances de l'État et tout cela. Je suis à l'Assemblée nationale et je sais de quoi je parle. Lorsque les budgets, pas plus tard qu'en décembre dernier, nous avons fait l'exercice et tout ça, ce n'est pas la nomination d'un ministre et tout ça et d'un directeur après... à la suite de l'ancien directeur qui est resté plus de 15 années après sa retraite et tout cela, que moi, Isabelle Améganvi, je vais pousser un cri pour dire que tout a changé au Togo, rien du tout, parce que c'est toujours la minorité qui s'accapare, qui se renouvelle et tout ça, et il n'y a pas de changement, il n'y a même pas lieu de consacrer son temps à cela. On prend les mêmes et on recommence. Unir à 5 ans, le 14 prochain, qu'est-ce que cela vous inspire? Rien du tout aussi.
Qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Attendez que je finisse. Qu'est-ce que vous voulez que ça me... politique. Je m'oppose. Deux élections, 2 victoires. Oui, c'est ça. Oui, on peut toujours parler de victoire. Moi, je m'oppose à unir à 5 ans. Je suis dans l'opposition, je m'opposerai à unir qu'il ait 5 ans ou qu'il ait pété uni, qu'il ait 50 ans. Donc, on prend, je l'ai dit tout à l'heure, on prend les mêmes et on recommence et tout ça. C'est pas parce que le serpent se mue qu'il devient lézard et autres. Et donc, circuler, il n'y a rien à voir. Vous avez un message d'espoir pour ce peuple? Le message d'espoir que j'ai à dire à ce peuple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et qui vient du tréfonds de moi-même. Tout à l'heure, vous avez sermonné plutôt le peuple. Non, mais c'est que je n'ai pas sermonné. J'ai dit avec passion ce que je pense du plus profond de moi-même. C'est que ce qui est la vérité, c'est qu'on ne peut pas être fatigué de combat qu'on mène pour sa propre survie et pour sa propre liberté. Ce n'est pas possible. Voilà ce que je veux dire au peuple togolais. Les Togolais ne peuvent pas être fatigués d'un combat, d'une lutte qu'ils mènent légitimement pour leur survie et pour leur liberté. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, députée Isabelle Amigavi. Je vous remercie. C'est cela. Vous avez très bien appris la leçon. Si, nous sommes très intelligents aussi. Oui, c'est sûr, je sais. Comme tous les Togolais d'ailleurs. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Nous vous souhaitons beaucoup de chance et beaucoup de courage au Parlement, puisque vous allez démarrer les travaux très prochainement. Tout à fait. Faites que ce peuple ait le sourire tous les jours. Inch'Allah, moi j'ai la foi que nous y arriverons. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Taxi Presse sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. On envoie un coucou à nos amis de la Gazette du Togo.com et sur les plateformes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.